Je suis morte avec le côté. J'ai pleinement conscience en disant ces mots de l'affront que je fais à celles qui tombèrent ce jour-là. Donc les sirènes emportèrent dans les limbes, ainsi qu'à ce petit groupe qui m'y permit à moi seul de retrouver mes parents. Jeannot, Cocotte, Sarah, Karim, la liste des victimes est infinie. Sachez que je ne vous ai pas oublié, ni n'ai oublié la valeur de votre sacrifice. Il m'arrive cependant de regretter de vous avoir survécu. À vous, enfants disparus, je présente mes excuses. D'abord pour ne pas avoir su profiter de la vie que vous m'avez offerte. Ensuite, pour l'acte impardonnable que je m'apprête à commettre. Je suis sur le point de vous sortir de votre long sommeil serein, de vous arracher à la douceur du rêve, pour vous plonger une nouvelle fois dans les douleurs de l'éveil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode du podcast Du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif qui parle de jeux de rôle sans y jouer. Ici, on n'a pas peur de froisser les Jean-Michel réalistes et on genre tout au féminin ou au neutre quand on y pense. Bonjour Thomas, comment vas-tu donc ? Bonjour Alice, écoute, moi ça va, un petit peu fatigué comme je te l'expliquais juste avant l'enregistrement, mais la pêche quand même, the pitch même, pourrait-on dire, parce qu'il y aura probablement quelques références au langage anglais tout au long de cet épisode, on se demande bien pourquoi. Mais ouais, non, la pêche. Mais déjà, je vais te demander comment toi ça va avant d'attaquer un peu les actus. Comment vas-tu ? Oui, parce qu'il y a 2-3 trucs à dire en actu pour le coup. Ah oui. Moi je suis... déjà je suis contente parce qu'il pleut dehors. Ah, ça c'est cool. Comme vous l'aurez subtilement remarqué dans la mise en bouche, aujourd'hui on va parler de pluie. C'était donc ça. Eh oui. Mais donc non, sinon de manière générale, je suis plutôt en forme. Enfin, plutôt en forme pour un épisode qu'on tourne à 22h. Oui, ça va. Hein. On a fait pire, cela dit. C'est vrai. Mais non. Non, c'est juste ironique quand j'y pense. Il faut savoir que je m'étais dit qu'il faudrait que je fasse un jeu un petit peu plus léger à un moment. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne résolution. Ce sera pas pour ce coup-ci. Ah non, clairement pas, non. Et quand j'ai réfléchi de mémoire au jeu que j'ai prévu, ça va être un petit bout de temps avant de parler des beaux jours. Peut-être falloir bouleverser l'ordre établi, hein, je ne sais pas. Écoute, on verra. Au pire, fais ta période Dark Sasuke, puis on verra après. Hein. Pas ma faute si j'ai pas grand-chose de joyeux dans mon... Bon. Depuis toujours, tu sais, moi, grande fan de Pokémon, pendant très longtemps, le seul et unique type qui avait des sans fautes pour moi, c'était le type Spectre. Hein. Toujours trouvé l'esthétique beaucoup plus... Ça peut se comprendre, ça, mais bon. Ouais. Mais donc, du coup, pareil pour les jeux de rôle. Alors, il y a ceux qu'on connaît en commun, ceux où il y a des occasions, tu vois, des fois, mais pour ce qui est de ce que je redécouvre par moi-même, plus l'appétence. Ou alors, c'est des jeux qui sont plutôt neutres et c'est moi qui en fait du trauma punk comme Anamnesis ou Mnemosyne. On parlera de Mnemosyne un jour. Là, c'est juste parce que c'est moi, tu vois. Mnemosyne, oui, effectivement. Oui, en termes de traumadump, on aura des choses à dire aussi, ouais. Ouais. Mais enfin bon. Donc, du coup, tu avais quand même, toi, quelques actualités. Allez, je commence par le positif, comme ça, voilà. c'est vite expédié. Niveau JDR, j'ai reçu l'extension de Space Horror Stories. Je vous renvoie à notre premier épisode. Hein. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça apporte, cette extension ? 10 nouvelles menaces, ou même un petit peu plus, si je ne dis pas de bêtises, je les ai pas recomptées. Au moins 11 en tout cas, puisque j'ai une menace bonus, puisque je fais partie des gens qui ont posé cette option, des cadres supplémentaires, des nouveaux portraits, enfin pour tout ce qu'on peut imaginer de plus. Mais bon, le plus important quelque part, ce sont les menaces. Il y a aussi une mécanique de contamination qui est bien cool, mais
peut-être qu'on en reparlera à un moment. C'est pas vraiment l'endroit, ni le lieu, ni le moment, surtout. D'ailleurs, tant qu'on est sur les extensions, moi, pour ma part, j'ai reçu l'extension d'Alice is Missing, pour le coup. Qui est sorti en français aussi en même temps. Je trouve ça dingue, parce que les personnes qui ont backé viennent à peine de la recevoir, en anglais, parce qu'on n'a pas spécialement le choix, et elle a déjà été traduite et est en magasin. Je trouve ça dingue. Il y a peut-être eu un accord avant, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il y avait déjà les textes, Sûrement. des versions bêta qui ont été filées aux éditeurs pour la localisation, pour peut-être pas avoir parfaitement une sortie mondiale, mais quelque chose comme ça. Ouais. Extension d'ailleurs qui est tellement riche par rapport au contenu de base qu'on pourrait presque jouer qu'avec ça. Oui, c'est ce que tu me disais. Ouais. Presque étant le mot-clé quand même. Et je suis contente notamment parce que du coup, j'ai zioté les cartes. Alors pas toutes parce que c'est toujours bien de garder des surprises, hein, mais notamment pour ce qui est des cartes finales, il y a eu des rajouts aussi là-dessus dans les conclusions. Pourtant, avec le jeu de base, on pourrait penser que tous les cas de figure ont été comptés, mais non, il y a d'autres cas de figure dans les cartes finales et il y en a notamment une en particulier. Je ne vais pas la spoiler évidemment, mais je suis très contente que ça ait été rajouté dans cette extension. Ah bah super cool, tu m'en parleras en off, du coup ça m'intéresse. Ouais. Non, sinon bon, on va aborder les sujets peut-être un peu plus sérieux. Alors non, juste avant, il y a quand même un truc drôle qu'il faut que je dise, c'est bon. Alors bien sûr, je sais de quel jeu on parle aujourd'hui, hein. Ça c'est déjà compris à notre échange, mais bon, je tiens quand même à le préciser. J'y ai joué aussi à ce jeu, donc on en parlera ça quand on abordera le jeu. Et je suis allé à ma boutique de jeux de rôle et j'ai trouvé le jeu et son cadre alternatif, pour reprendre les termes que tu emploieras plus tard, d'occasion, à ma boutique de JDR. Bon bah allez, c'est parti, dans la poche. Donc voilà, c'était plutôt cool. Maintenant on va parler des choses sérieuses. Puisque Donald Trump a été réélu président des États-Unis, avec l'aide d'Elon Musk qui faisait des chèques d'1 million de dollars, je sais pas quoi. Qui fait maintenant partie du gouvernement d'ailleurs. Oui, en plus, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup? Il y a des tas de gens qui quittent X, anciennement Twitter, hein, on rappellera jamais suffisamment, et qui rejoignent Blue Sky. Sur Blue Sky, là, à l'heure où je te parle, on est à 96 abonnés à notre compte du bruit derrière l'écran. Donc, il est probable qu'il y ait des tas de gens qui vont découvrir notre émission avec cet épisode-là. Donc déjà, on leur fait un coucou, hein, parce que c'est important. Et je vais bouleverser un peu l'ordre des choses, puisque d'habitude, je dis à la fin qu'on a un Discord, machin et tout, je vais le faire maintenant, pour ces gens-là qui nous découvrent. Donc, nous avons un Discord sur lequel, eh bien, on peut éventuellement chercher des gens pour faire des parties tests, ou bien on peut nous poser des questions, puisque je rappelle que à la fin de l'émission, vers la fin de l'émission, parce que quand il n'y a pas de zone spoiler, on répond à une question de nos auditeuristes. C'est important aussi, si vous avez des choses à nous dire, c'est le bon endroit. Et puis, paraît-il qu'on est sympa et drôle, donc ce n'est pas nous qui le disons. Non, et puis surtout, vu qu'on répond à une question par épisode, on peut vite tomber à court de questions, donc n'hésitez pas, hein, c'est un podcast participatif. On a besoin de vos questions. Notre podcast. Oui, voilà. Tu ne le dis jamais assez, on a quelques questions d'avance. Alors aujourd'hui, c'est moi qui ai préparé une petite question, d'ailleurs. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Alors, donc je tiens quand même, juste avant d'attaquer l'épisode, à remercier particulièrement Nimaël, qui nous a ajouté donc à une liste de gens qui parlent et qui font du jeu de rôle en francophonie. Et donc, c'est par là qu'on a autant d'abonnés sur Blue Sky. Donc, merci à lui. Bon, avant de partir sur les références culturelles, j'ai, pour une fois, une question pour toi. Vous n'avez pas le monopole des questions, Thomas. Mais non, mais je vous encourage à continuer. Cette référence était beaucoup trop vieille pour l'âge que j'ai. Hein, non. J'ai failli te répondre en finissant Monsieur le Premier ministre à la fin de ma phrase, mais ça me gênait de t'appeler Monsieur en fait. Donc voilà, je l'ai pas fait, mais voilà, niveau référence ancienne, j'étais pas mal aussi. Ça se passait là. Donc la question est la suivante. Quel genre d'enfant étais-tu ? Alors, j'ai réfléchi à ta question, puisque tu me l'avais dite un petit peu en avance. Je vais d'abord répondre ce que j'avais répondu instinctivement au début, quand tu m'avais posé, et après je vais approfondir un petit peu. Donc, moi j'étais un enfant assez calme, plutôt introverti, je dirais. Moi, il fallait me laisser tranquille à jouer aux jeux vidéo, et puis j'étais très content, quoi. Voilà, c'était pas forcément la peine. Mais en fait, ça n'a pas toujours été le cas.
c'est quand j'étais vraiment jeune, j'étais plutôt, alors je vais pas dire populaire hein, au sens où on l'entend, tu vois, mais j'étais bien entouré, j'avais pas mal de gens autour de moi et tout, et voilà. Mais là, moi, je te parle genre jusqu'au CP, quoi, à peu près, hein, maternelle, primaire, voilà. Et après, ouais, j'ai basculé donc dans ce côté-là un peu plus introverti, pas non plus l'ermite, quoi, mais un peu plus introverti, peut-être un petit peu moins dans l'extériorité. Je me rappelle d'ailleurs que c'était en 5e peut-être, une camarade de classe qui m'avait dit mais t'as l'air d'être toujours plongé dans tes pensées, à quoi tu penses quoi. Voilà, j'étais comme ça moi. Donc de quel archétype de personnage du jeu dont on va parler aujourd'hui je me rapprocherai? Je sais pas. C'est toute la difficulté, je ne sais vraiment pas. Je sais desquels je ne me rapprocherai pas par contre, mais je ne vais rien dire pour te laisser pouvoir les lister plus tard. Et toi, alors, parce que, on me pose des questions comme ça, mais ça, il faut y répondre aussi. Hein. Eh bien, moi, pour le coup, j'étais un peu solitaire. Du coup, on ne se rendait pas bien compte à l'époque. C'était déjà assez bizarre, assez queer. Même moi, d'ailleurs, je ne me rendais pas très compte. Et puis, enfin, une fois qu'on a fini d'essayer de faire du name drop de noms d'archétypes, on peut rajouter que j'avais beaucoup de curiosité et d'imagination. Mais du coup, j'étais dans mon coin, quoi. Pour le coup, malgré ça. Mais voilà, j'étais dans mon monde. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, enfin drôle, cocasse on va dire, parce que techniquement, c'est rétrospectivement ce qui m'a immunisé au fait de me faire bully d'ailleurs. Que rétrospectivement, je me rends compte qu'il y a eu des tentatives de bully, mais étant donné que je l'interceptais même pas, je ne me rendais même pas compte, c'était pas drôle, donc du coup les gens ont arrêté. Oui, alors tout à fait. Ça c'est très important ce que tu viens de dire, c'est que oui, en fait on peut faire de la résistance tout à fait passive en fait à ce genre de truc. Effectivement, si ça ne prend pas, si on réagit pas, souvent les gens se découragent. Je me rappelle, ça devait être en 6e, un gars dans ma classe que t'as vu me voir qui m'a dit ouais je peux te taper. Je dis bah écoute si tu veux. Et ça l'a complètement désarçonné. Ouais, c'est là le cheat code. Bah, ne pas laisser de prise. Si on laisse pas de prise, les gens ne peuvent pas nous attraper, quoi. Ouais. C'est l'équivalent de se huiler avant d'affronter un lutteur, quelque part. C'est des métaphores d'arts martiaux chelous. Mais du coup, je fais ma petite recommandation Webtoon. Ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Lisez Viral Hit sur Webtoon. C'est vraiment excellent. Et c'est justement l'histoire de quelqu'un qui se fait bully et qui va commencer à apprendre des techniques un peu à la con, hein, on va pas se mentir, c'est pour se venger des gens qui le bullient. Mais en fait, le mec va démarrer une chaîne YouTube où il montre comment il se débarrasse de ses bullies. C'est vraiment excellent et c'est fait avec des conseillers en arts martiaux, ce qui fait que techniquement, toutes les méthodes qui sont montrées sont valables. Ça, c'est cool. Oui. C'est l'utile et l'agréable. Ça fait partie de ce que je t'ai reco, qui se passe d'ailleurs dans le même univers donc que Lookism, que Questism et que Manager Kim. Cette stratégie marketing pour augmenter le nombre de recommandations que tu fais, franchement. Alors, Lookism, j'en avais déjà parlé. C'est vrai. Dans l'épisode de Monster of the Week, je crois. Ça va. Normalement, j'ai le droit à un épisode sur 2, on va dire. Là, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait, donc j'en fais 3 d'un coup. Et bon, as-tu des indices? Parce que voilà, la question, je pense qu'elle est vite répondue maintenant. As-tu des indices? J'ai des références culturelles, en plus du coup du fait évident. Donc aujourd'hui, on va interpréter des enfants, comme sous-entendu dans cette question. Et justement, vu qu'on va interpréter des enfants, les références culturelles, elles viennent assez facilement en tête. Pour ma part, la première qui m'est venue en tête, c'était la BD Seul, écrite par Fabien Veilman et dessinée par Bruno Casotti, qui est d'ailleurs elle-même citée dans le manuel comme référence. D'accord. Il y a 2 autres références qui sont citées dans le manuel, à savoir Sa Majesté des Mouches et Peter Pan. J'avais étonnamment pas pensé, mais ça marche effectivement très bien aussi. Alors, je fais une petite parenthèse sur Sa Majesté des Mouches. On est d'accord que c'est complètement une fable, en fait. Enfin, je veux dire, ce n'est pas censé... parce qu'en fait, tout donne tort au postulat de base de Sa Majesté des Mouches, qui est une super fiction, mais... Les faits lui donnent tort. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la nature humaine. C'était censé être un essai sur la nature humaine, genre en fait, les êtres humains sont amoraux et font des choses horribles. Non, dans toutes les situations de crise qu'a connues l'humanité, les gens s'entraident.
Je tenais à le dire, ça me semblait important, parce que plus que jamais, on a besoin d'un petit peu d'espoir, je pense. Tu fais bien de le dire, et notamment surtout dans le fait que GC des mouches reste une très très bonne référence pour ce jeu-là, car force est d'admettre que dans ce jeu-là, on va y venir, il y a, de manière sous-entendue, il y a un peu ce côté de base, l'être humain n'est pas moral. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je voulais aussi le préciser. Donc on l'évoquera. Enfin, en filigrane. J'ai pas prévu un paragraphe dessus pour tout vous dire, c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle là. Mais il y a une quatrième référence que moi j'ai pensé. C'est pas exprès, la structure, bien sûr, de phrase. Naturellement, tout est écrit, de toute façon. Tout est écrit, voilà. Ça a vraiment été une illumination pendant que j'écrivais le script. Et cette référence culturelle, c'est Rain. Alors, Rain, c'est un jeu vidéo développé par Acquire, qui est sorti en octobre 2013, uniquement sur le PlayStation Network de la PS3. Ouais. C'est dire si le jeu n'est pas inconnu au bataillon. D'ailleurs, c'est même tellement inconnu que moi, personnellement, je l'ai découvert à l'époque via un let's play, parce qu'à l'époque, début des années 2010, je regardais beaucoup de let's play. Mm-hmm. Et là, actuellement, 2024, quand j'ai recherché de nouveau des images de gameplay pour me le remettre en tête et aussi pour avoir la BO en fond pendant que j'écrivais, le seul let's play francophone que j'ai trouvé, c'est celui que j'avais vu à l'époque en 2013. D'accord. Donc oui, mais moi, j'en avais jamais entendu parler de ce jeu, hein, effectivement. Alors, Rain, en l'occurrence, c'est un jeu à la Little Nightmare. C'est pas anachronique comme comparatif, mais Little Nightmare est quand même vachement plus... Connu. Hein. Voilà, il a un vrai rayonnement culturel, hein. On va dire. Exactement. Donc, c'est un jeu à la Little Nightmare. On joue un petit garçon qui navigue dans une ville qui est dénuée de vie, dans laquelle il pleut constamment. Il y croisera qu'un seul autre être humain, une petite fille, et ces deux personnages devront esquiver des monstres. Les trois ayant la particularité d'être invisibles, sauf quand elles sont sous la pluie. Vous verrez une fois que vous aurez fini l'épisode que voilà, cette référence m'a semblé évidente. Mmh. Donc voilà. Voilà pour référence culturelle. Et donc aujourd'hui, on va bousculer un petit peu les codes de l'émission. C'est un truc inédit qu'on n'a jamais fait, vu qu'aujourd'hui, je vais parler d'un PBTA. Donc, comment oses-tu ? On va parler de Libreté de Vivi Féasson. Ou Féasson, j'ai jamais su comment prononcer son nom de famille. Alors, selon Flavie Briand, donc l'épouse de Romaric Briand, co-créatrice de la cellule, il s'agirait en fait de Vivi Feason au service secret de Sa Majesté. Oh. Ah mais toi, voilà, toi aussi, t'es dans les petits papiers, tu fais de la veille, jeu drôle. Moi, je n'ai pas ces infos-là. On n'a pas fini de dire que je fais de la veille, parce que quand on va parler de tous les gens qui sont à la fin du livret, et même tous les gens qui sont dans les crédits du début du manuel, on n'a pas fini de le dire. Mais oui, non, alors blague à part, c'est effectivement Féasson, il faut dire. Mais Feason fonctionne aussi. D'accord. Vas-y, il faut que tu lèves le petit doigt pendant que tu bois du thé, sinon ça ne marche pas. Mais j'ai pas mes tasses sous la main. Alice, ce n'est pas possible. Il pleut, tu parles d'un PBTA et tu n'as pas de tasse. Non. J'ai un gros verre dans lequel on peut mettre de la grenadine dedans. Je me suis fait de l'eau sucrée. Ça va bien dans le thème aussi. Libreté, donc, qui est sorti en 2017 et qui est prévu pour 3 à 6 joueurs, MJ comprise, et qui se décline en une campagne de 5 à 10 séances. Ce qui est drôle parce que ça augmente la liste de jeux sortis en 2017 que j'estime et ou que j'ai prévu de parler. Ce qui est très drôle parce que moi, j'ai commencé le jeu de rôle en 2017, mais à l'époque, je ne me renseignais pas du tout. J'étais à milieu de même imaginer l'existence de ces jeux-là. Ça me surprend qu'il soit sorti qu'en 2017, Libreté. Je me serais dit genre 2014, 2015, tu vois, mais 2017, je suis vraiment... À chaque fois, je me dis, il est sorti tard quand même, Libreté. Pour voir à quel point j'en ai entendu parler par la suite, tu vois. Mais le truc, c'est que 2017, c'était il y a 7 ans. Il s'en passe des choses en 7 ans. Oula 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 là là. Oui. Vivi Féasson, du coup, qui est-ce ? C'est une personne de plus à rajouter dans ma liste de personnes que j'aurais aimé être. Vivi cumule pas moins de 4 métiers que j'aurais aimé ou aimerais faire, à savoir la recherche, l'enseignement, la conception de jeux de rôle et la traduction.
Bon, dans le cas de la traduction, j'ai pas besoin de le rêver vu que je suis traductrice, mais disons que, n'arrivant pas à lancer la machine, je reste un petit peu au point mort malheureusement. Et voilà la classe quand même du personnage, hein, je veux dire faire sa thèse sur la traduction dans la fantasy, super cool. J'avoue, c'est quand même extrêmement stylé. Qui ne rêverait pas de faire ça, ouais. Et non, pour un peu plus de, détails, pour reprendre la formulation qui était utilisée sur son site que j'avais trouvé, Vivi est chercheuse et professeure en traduction anglais et cinéma. Ok. Donc, c'est formulé comme ça, je sais pas où est la entre les 2, mais ça, je préfère reprendre la formulation en tant que telle. Ouais, bien sûr. On l'attend donc dans le fabuleux podcast Une invention sans avenir, du coup. Mmh. Voilà, l'invitation est lancée. J'enverrai un Ouais. MP à Romain Gauche pour lui dire ça. Gauche, pardon, pas gauche. c'est la blague. C'est qu'il est tellement de gauche que même son nom, c'est de gauche, mais c'est Romain Gauche. Voilà. Ouais, parce que on est comme ça, nous ici, on provoque des crossovers dans d'autres émissions. Bah oui, écoute, nous on n'a pas d'invité. Donc, On en prend, tout on ce en qu'on voit peut faire, ailleurs, c'est le convoquer ailleurs. Bah oui, attends, on aurait pu. Vous pensez qu'on n'aurait pas pu avoir Vivi avec nous ce soir? Franchement. Ah, pour revenir sur les beautés, on notera que le manuel de jeu est diégétique au monde de l'averse. Alors, ce que j'appelle le monde de l'averse en l'occurrence. Alors, je ne suis pas sûr du nom en tant que tel parce qu'il n'a jamais été nommé à ma connaissance, mais c'est le nom de l'univers étendu de toutes les créations de Vivi. Ouais, on voit pas mal l'averse, même sur son blog. Dans le manuel de Libreté, ça parle beaucoup des terres humides, mais c'est géographique. C'est ça, diégétiquement, les terres humides, c'est vrai que c'est physiquement les lieux, par exemple, c'est tout le monde de l'averse Libreté exclus, c'est les terres humides, si tu veux. Oui, je sais. Ouais. Il faut quand même bien le préciser, t'as raison qu'il y a d'autres jeux de vivification qui sont dans le même univers, comme Perdu sous la pluie, qui est a priori le premier jeu du monde de l'averse. Oui, d'ailleurs, dans le manuel de Libreté, c'est marqué dans le monde de Perdu sous la pluie. Ah ben voilà. Parce que c'est le nom du premier. Bah oui. Et après, il y a eu Explorateur de Bruine, la version un peu plus OSR de Libreté. Auquel j'ai failli jouer, mais ça ne s'est pas fait, malheureusement. Alors moi, j'ai eu l'occasion de finir une partie en reprenant le personnage de quelqu'un d'autre. J'ai dit, franchement, je me sens pas, même si la personne a donné son accord, moyen. Du coup, on a joué Space Horror Stories, j'ai fait découvrir Space Horror Stories et des gens ont acheté Space Horror Stories. Donc, à Gnome 6, d'ailleurs, j'attends toujours mon pourcentage. Mais donc, du coup, voilà, le manuel est diégétique, c'est-à-dire que dans ce manuel, Vivi prend le rôle de quelqu'un qui a survécu à Libreté, on va y revenir, et qui rend hommage avec ce jeu de rôle aux personnes qui ont vécu Libreté. En gros. Cette narration ne sera interrompue que par l'éditeur qui fait des addendums tout au long de la lecture, principalement des trigger warnings, même s'ils ne sont pas appelés comme ça. Pareil, on va venir au fur et à mesure. Ces trigger warnings, justement, avant d'en faire la liste, on va resituer un petit peu du coup le monde de Libreté, la petite base. Pour situer, tout d'abord, il y a notre monde contemporain, analogue à la vraie vie véritable. Dans ce monde, il y a notamment des enfants. Des fois, ces enfants, ils se perdent sous la pluie, ils se perdent dans la tempête. Et quand ils se perdent, ils arrivent dans le monde de l'averse, un monde dénué d'adultes et de soleil, et rempli de sirènes et de pluie. Les sirènes, on va y revenir plus tard, mais en un mot commençant... Ce n'est pas Ariel. Non, voilà, c'est pas réel. Pensez plus mythologie grecque, pensez plus Ulysse. Hein. Alors, moi, si je peux me permettre très rapidement, il y a un vrai côté, enfin tu vas y venir par la suite, mais il y a un vrai côté, en fait, un peu les mythes anglo-saxons, notamment autour des royaumes de la féerie, etc. Ouais. Il y a un côté kelpie, moi, je trouve, qui est présent. Ah, mais aussi, mais bon, enfin, globalement, c'est des enfants qui s'égarent de notre monde et qui arrivent dans un autre monde où ils sont plus vraiment ils font plus partie vraiment des dirigeants du monde, hein, plus partie de la classe dirigeante, parce que les humains dirigent la Terre, qu'on le veuille ou non. Bien sûr. Et il y a vraiment ce côté-là de, bon, en fait, t'es dans la féerie, maintenant t'es genre une proie, débrouille-toi, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, ces enfants-là, ils se sont réfugiés à Libreté. Alors, Libreté, c'est une citadelle, une forteresse dénuée de briques et de brocs qui a été fondée sur les ruines d'un bâtiment d'adultes et dans lequel un simulacre de société prend place. Et donc, dans Libreté, le jeu, on va interpréter des enfants de 6 à 15 ans qui survivent dans ce monde qui leur est hostile. Sachant que
la fourchette haute de cette fourchette d'âge est stricte et rigoureuse. Il n'y a pas d'humain de plus de 15 ans à lébreté. Ce qui arrive à un enfant de 15 ans qui a son anniversaire, qui passe à 16 ans, alors qu'elle est à lébreté, est discuté dans un paragraphe de l'or. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on ne sait pas. Il y a des théories. Ce que c'est que ça n'arrive pas, en tous les cas. La théorie la plus heureuse, c'est qu'il retrouve son chemin vers le monde sec, on va dire. Hein. Mais il y a d'autres théories beaucoup moins joyeuses à ce sujet-là. Je fais un petit parallèle, du coup, ça me fait... l'hypothèse positive me fait penser un petit peu à Tales from the Loop, où après 16 ans, les enfants arrêtent de croire au mystère et donc ne peuvent plus aider les protagonistes à les résoudre, puisqu'ils ont perdu un peu cette innocence qui croit à la magie, quoi. Donc, enfin, la magie entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de magie dans Tales from the Loop, mais voilà. C'est de la light SF, donc c'est quasiment de la magie. Oui, tu prends un Minitel et tu hackes le Pentagone, quoi. Voilà. On rappellera jamais assez que la SF et le fantastique, c'est deux phases d'une même pièce. Hein. Ah oui, bien sûr, absolument. Le fantastique, c'est juste que la magie est théorisée dans une théorie scientifique. C'est ça. Mais c'est la même chose. Le fameux ta gueule c'est magique, ta gueule c'est de la science, c'est la même chose. Ta gueule c'est quantique. C'est ça. Enfin... Comme beaucoup de médecines alternatives d'ailleurs. Donc, transition du coup, les trigger warnings. Tout d'abord, la violence. On y incarne des enfants confrontés à la violence absolue d'un monde qui est dépourvu de morale. On revient à ce qu'on disait en intro. Hein, le jeu part du principe que des enfants sans surveillance, ça va nécessairement aboutir à un monde amoral dans l'ensemble. Non, puis c'est important de préciser le trigger warning parce que bon, malheureusement, un trigger warning violence, c'est le cas de énormément de jeux de rôle. Oui. Hein, à croire qu'on n'est pas capable de penser beaucoup de jeux de rôle non violents. Bon, je vous renvoie. J'ai quand même fait un épisode sur Prosopopée. Hein. Là, c'est particulier. C'est effectivement de la violence sur et par des enfants. Donc ça mérite d'être pointé, effectivement, d'être relevé, d'être souligné. Oui, c'est quelque chose qui est assez paradoxal d'ailleurs dans ce jeu, parce que si l'on interprète des enfants et des préadolescents, eh bien malgré tout, Libreté, c'est un jeu qui est destiné à un public mature. Oh oui, ça c'est sûr. Alors ça, du coup, c'est le premier trigger warning. Un deuxième qui apparaît plus loin dans le manuel, c'est dans un paragraphe toujours par l'éditeur, qui reviendra sur ce coup-ci la question de la sexualité et la nécessité d'aborder le sujet avant de commencer une chronique. Oui. Une chronique, c'est long pour une campagne. Le paragraphe est assez court, je le lis tel quel. Discutez également en amont de ce qui touche à la sexualité. Vos personnages devraient avoir des sentiments les uns pour les autres. Des premiers amours naîtront, maladroits, et les plus âgés d'entre eux pourraient même tenter de passer le pas. Vous pouvez tout simplement bannir cette idée à votre table, choisir de dissimuler de tels moments sous un voile pudique ou bien les affronter. Alors là je suis obligé de faire un parallèle avec Bliss Stage de P.H. Lee, où, donc en deux mots, c'est Évangélion, c'est des enfants qui vont dans des mécas, mais non seulement en fait là c'est 18 ans la limite, c'est en fait les extraterrestres ont envahi la Terre, et ils plongent tous les adultes dans une espèce de contemplation absolue, d'une espèce de lumière. Voilà, c'est le bliss. Et donc, quand t'as 18 ans, tu tombes dans le bliss et tu es dans cette espèce de coma contemplatif. Voilà, une espèce de coma contemplatif qui est l'état de bliss. Et du coup, et c'est pour ça que le jeu s'est pris quelques shitstorms dans la gueule, parce que des gens pensaient que c'était faire l'apologie de la pédophilie, puisque pour qu'il puisse y avoir des adultes, il faut que des mineurs et des enfants entre eux. Je suis tellement trigger. Oui, non, voilà. Après, non mais c'est vrai que l'idée est un peu dérangeante, quelque part, je peux le comprendre. Mais de là à prêter des intentions à l'autoriste du jeu, c'est encore autre chose. C'est ça le truc. Bon, déjà, moi, j'ai dit juste avant, et comme vous le savez depuis, mais traductrice que je suis déjà assez chiante sur le sens des mots. Et puis alors spécifiquement, il y a des sujets qui me triggerent un peu plus que d'autres. Et je dois t'avouer que le concept d'accuser de faire l'apologie de la pédophilie une œuvre dans laquelle il n'y a pas d'adulte. Alors techniquement, il y a un adulte qui est un peu le personnage du MJ et
il se peut, enfin les mécaniques du jeu n'interdisent pas que les enfants essaient de s'en rapprocher, mais bon après c'est pas dit l'adulte doit baiser les enfants, hein. Enfin je veux dire très clairement. Là, après, c'est la responsabilité des personnes qui jouent, quoi. Absolument. C'est un peu ce que j'ai souvent dit, hein, c'est que au sein d'une table, à un moment où tout le monde est consentant, vous avez le droit d'être des sacs à merde, mais c'est pas la faute du jeu si vous l'êtes, quoi. Oui, tout à fait. Mais oui, bon là c'est juste, je pense pas que ça a été pensé de prime abord en fait dans ce sens-là, mais c'est vraiment cette idée de, on est obligé de jouer des adolescents et donc à 18 ans, les enfants tombent eux aussi dans le bliss. Et après, je pense que ça a été quelque chose qui a découlé de cet état de fait là. C'était pas pensé dès le début, tu vois, c'était pas quelque chose de pensé dès le début. Bien sûr. Donc de dire, mais oui, mais à ce moment-là, vu que parce que en fait c'est un jeu qui parle de la fin de la vie, Bliss Stage, puisque tu joues des gens qui bientôt ne vont plus être vivants, ils vont être dans le bliss. Leur fuite en avant désespérée pour essayer de libérer la terre du bliss potentiellement, mais peut-être de mourir en essayant, enfin avant que le bliss les rattrape, quoi. Donc enfin il y a vraiment ce truc là en fait, c'est un jeu qui parle potentiellement de la fin de la vie, et oui, ben, je pense que on n'est pas là pour parler de Bliss Stage, donc je vais te rendre la parole, mais pour moi il y a un parallèle évident avec Bliss Stage au niveau de certaines thématiques. Tout à fait. On notera aussi d'ailleurs que ce paragraphe sur la question de la sexualité est aussi le paragraphe, enfin l'addendum en l'occurrence, dans lequel Vincent, du coup, l'éditeur, en profite pour introduire la notion de X-Card. C'est toujours bon à rappeler. 2017 en France, c'était quand même pas rien de parler de X-Card, je pense. Il y avait peut-être guère. Je pense que ça devait être évoqué peut-être dans la première version de Monster Hearts, qui avait dû sortir en 2014-2015 peut-être. Je me rappelle plus. Je me demande si c'était pas présent dedans. C'est possible. Mais d'ailleurs, oui, effectivement, le terme X-Card n'est pas employé. D'ailleurs, la notion est là, mais c'est appelé la règle du X en l'occurrence. Le concept est le même, mais effectivement, le terme n'était pas encore bien inscrit, tu vois. Effectivement, enfin, en français en tous les cas. Oui, mais c'est vrai que du coup, parler de règle de X, règle du X, c'est quand même assez cocasse. Oui, bah oui, surtout sur un paragraphe qui parle de sexualité, du coup. Oui, voilà. Pas drôle. Ouais. Non, mais blague à part, c'est effectivement décrit comme prenez un bout de papier, dessinez un X dessus, si une scène vous dérange, je vous montrerai le X. C'est vraiment la X-Card, elle est juste pas appelée comme ça. J'ai parlé de chronique un peu avant pour dire que c'était le nom qu'on donnait en campagne. C'est pas le seul point de vocabulaire qu'il y a. Les joueuses sont appelées des participantes, si le terme est même très peu employé en tant que tel, mais effectivement, c'est celui qui est employé. La RAFO aussi est nécessaire. C'est très moderne comme terme, soit dit en passant. Et la MJ est appelée l'adversaire. Si je me trompe, à aucun moment, c'est un miracle. Oui, ça tu m'étonnes. Oui, il y a toute cette thématique-là, effectivement, de la pluie. On en parlait tout à l'heure, il y a un autre jeu qui s'appelle Explorateur de Bruine. Non pas de ruines, mais de bruine. Là, c'est l'adversaire et pas l'adversaire. Il y a en même temps ce côté un peu enfantin qui pourrait mal prononcer le mot. On pense à Peter Pan, effectivement, ou bien à Hook. Voilà, je trouve qu'il y a ce côté-là, quoi. Au-delà de ça, je me suis souvent plaint que Libreté était un jeu qui était très chiant pour lequel faire des recherches. Oui. Parce que si tu tapes Libreté, le navigateur, n'importe quel navigateur te le corrigera par liberté, ce qui est chiant pour les recherches. C'est vrai. Montrer que c'est pas un hasard, je pense. Ah non, c'est sûr. Il y a ce côté effectivement mal prononcé de liberté. Oui, absolument. Enfin, c'est la terre où on est libre, donc c'est la liberté. Voilà, tout à fait. Puis donc il y a ce côté-là. Donc en même temps ce côté-là prononciation d'enfant, et en même temps, on va dire jeu de mots, enfin dérivé, on va dire plutôt du vocabulaire de la pluie, quoi. Non, techniquement c'est un jeu de mots. C'est un mot valise, c'est dans la catégorie des jeux de mots. Oui. Maintenant qu'on a fait ce point de vocabulaire, on va qu'on va véritablement ce coup-ci parler du lore, parce qu'on a 2-3 trucs à dire, parce que oui, la Libreté, c'est un jeu à lore, il y a un cadre. Tout d'abord, on va parler de la bile noire, cette sombre humeur. Ah là là, oui. La bile noire, c'est la frustration, c'est le stress, c'est la souffrance, c'est le mal-être, c'est le manque, c'est l'énergie négative. Bref, c'est tout ce genre de choses. C'est toutes ces émotions-là qui s'incarnent physiquement chez l'enfant. C'est généré par les enfants. Ça a une existence physique, visuelle, un côté un peu pétrolier.
Et quand les enfants en eux, ça va aboutir à des pulsions, à des actions regrettables. Ça, en tous les cas, c'est dans le meilleur des cas, étonnamment. Parce que ça, c'est si elle est exprimée, si elle est expurgée. Ce qui, soit en passant, est juste une métaphore de la vraie vie véritable. Hein. Oui, absolument, oui. Si on laisse les histoires sous le tapis, ça finit par enfler, ça prend des proportions terribles. Voilà, c'est-à-dire que la frustration, le stress, le mal-être, le manque et ce genre de choses, ça aboutit derrière à des pulsions quand on l'exprime. Ou, au contraire, quand elle est continue, gardée pour soi, la pile noire, une fois encore, dans sa magnifique métaphore, finit par pourrir, provoquer une sorte de pourrissure. De Ouais. pourriture. Pourriture, pourrissement, comme tu préfères. Pourrissement. Les deux, au choix. Voilà. Et ça pourrait avoir potentiellement de graves conséquences, comme on s'en doute. Mais oui, mais on en parlera en zone spoiler, je crois. Voilà. Ouais, on en parlera plus en zone spoiler, car c'est le retour de la zone spoiler. Pardon. Voilà, c'était le moment joyeux de la chronique. Voilà, j'ai même mis la musique, hein, vous l'avez entendu. Et c'est là que je me dis, heureusement d'ailleurs que je n'ai pas grandi dans l'univers de Libreté, parce que... J'ai cru que t'allais dire, heureusement que j'ai pas grandi dans l'univers de Venga Boys. Non. Aussi, cela dit aussi. C'est vrai, pour d'autres raisons. Voilà. Pour d'autres raisons. Non, voilà. Non, parce que j'ai du genre à tout garder pour moi, donc ça aurait été très vite très mal. Donc, bien contente d'être là où j'en suis. Transition. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne font pas de transition, il y a des gens qui ont des bonnes transitions. Moi, ma transition, c'est de dire transition. Voilà. Certaines transitions ont un meilleur passing que d'autres. C'est vrai. Donc non, autre élément de l'or, les sirènes, du coup, j'avais dit qu'on y reviendrait. C'est maintenant. Les sirènes, c'est des monstres de divers acabits. Elles ont des caractéristiques divers, variables. Ça peut aller du blob terrifiant au métamorphe qui peut s'infiltrer dans Libreté en se faisant passer pour un enfant. Pour situer un petit peu le côté vaste des possibilités. Il y a d'ailleurs en fin de manuel des exemples de différents types de sirènes, mais l'imagination reste encouragée pour le coup, Oui. histoire de surprendre les participantes. Ça, c'était pour le lore. Ensuite, quand on commence une chronique, la première chose à faire, avant même de créer des personnages, même si souvent, comme dans la plupart des PPTA, quand on commence, il y a beaucoup de participantes qui ont déjà des idées en tête, bien sûr, que tout le monde lit les livrets à l'avance, évidemment. En tout cas, tout le monde dans ce podcast lit les livrets à l'avance. Oui. La première chose à faire quand on commence une chronique, c'est de créer Libreté. Parce que Libreté est créée pour l'occasion et par les participantes. C'est très important et je trouve ça très cool d'ailleurs parce que ça permet de créer un cadre qui est propre et significatif pour la table. Et donc pour ce faire, il y a un questionnaire qui est composé d'accroches auxquelles les participantes doivent répondre. Alors, les accroches, ça peut être par exemple qui a fondé Libreté ou comment Libreté se protège des sirènes, qui dirige, quelles sont les ressources qui manquent, etc. etc. Et du coup, on a un monde fait sur mesure et je trouve ça très, très cool. Oui, c'est très cool d'avoir des questions de world building comme ça en début de chronique. C'est vraiment très agréable. Surtout que c'est très riche, parce que je veux dire, ce genre de choses-là, on l'a déjà vu dans Masque, par exemple. C'est beaucoup plus léger. Oui. Là, vraiment, c'est beaucoup plus complet. Ensuite, bien sûr, vient le moment des PJ. Alors déjà, les PJ, c'est intéressant, je trouve, c'est que les PJ peuvent être n'importe qui, y compris des dirigeants de Libreté. Je sais pas si c'est quelque chose sur une règle tacite du jeu de rôle ou si c'est juste moi qui a un petit qui a un blocage là-dessus. Mais je sais pas, j'ai tendance à éviter quand je fais des PJ de faire des personnages qui sont, disons de manière générale, politiquement trop puissants, trop importants. Tu vois. Forcément, c'est peut-être un peu plus compliqué pour la MJ de faire des choses de ce côté-là. Imagine dans du donge, par exemple, dis bon, je joue le roi. Voilà. Ouais. Je fais ce que je veux. C'est chiant. C'est vrai. Mais alors, tu vois, à l'inverse, dans Space Horror Stories, si tu prends un rôle à responsabilité, tout le monde te déteste. Oui, c'est vrai. Systématiquement. Et si c'est un PNJ, tout le monde le déteste. Donc c'est ce que je joue à chaque fois, forcément, parce que j'aime bien qu'on me déteste. Mais c'est sympa. Moi, j'aime bien. Ça ne manque pas. Hein. C'est-à-dire, systématiquement, on déteste mon personnage. Ouais. Au moins un PJ qui est hostile envers le mien dès le début. C'est tellement un lien facile en même temps. Mais donc oui, vous pouvez interpréter des dirigeants de Libreté, au moins partiellement. C'est notable.
Ensuite, du coup, les livrets qui sont ici appelés des archétypes. Ils sont au nombre de 8 à la base. Après, évidemment, comme d'habitude, c'est un PBTA. Vous connaissez la chanson. Il y a des créations de fans. Il y a aussi, on va voir un cadre alternatif derrière qui ajoute des choses et qui peut être réadapté. On y reviendra. Donc voilà. Mais à la base, il y en a 8. La création d'un enfant, c'est d'abord un nom. Alors, du coup, vu que c'est un monde sans adultes, ça peut être des noms tels qu'on l'entend, comme Karim, par exemple, tout comme ça peut être des choses un peu plus exotiques, comme Fulgore, par exemple. C'est le qui ont la rêve pour Fulgore, bien joué à vous. Je vous salue bien bas. Je ne l'ai pas. Je fais mes recherches sur mon téléphone. C'est une chaîne d'appareils ménagers. Voilà. Ah, c'est dans. Alors, il y a une BD qui s'appelle Fulgore, puis dans le Loup, il semble qu'il y ait. Fulgore est un personnage de la série Loup qui apparaît pour la première fois dans le tome 5, Laser Ninja. C'est le demi-frère de Loup. Bien joué. C'était la ça. rêve. Ah, bah dis donc, incroyable. C'est la BD de mon enfance, Lou, en l'occurrence. Je Enfin, même n'ai un peu plus que jamais ça, parce ouvert que- une seule. Donc voilà. Je sais que ça existe. Techniquement, j'ai grandi avec le personnage, d'ailleurs. Les 3 derniers tomes en date, j'ai chialé à la fin de chacun des 3 tomes, d'ailleurs. Mais- D'accord, ouais, ok. Bon, bah, tu Je recommandes du coup. Ouais, mes amitiés aux lecteurs et lectrices de Lou qui nous écoutent, hein. Bon courage. On est ensemble, hein. Donc voilà, donc un nom. C'est aussi une apparence, évidemment, grand classique des PPTA. Les objets possédés, sachant que ça peut être très vaste, un objet possédé. Ça peut être évidemment des ustensiles de cuisine, un lit, Un sac de livre, billes. sac de billes, tout comme ça peut être un fauteuil, par exemple, un peu plus encombrant. Tu vois. Oui, C'est pas que le contenu des poches, quoi. Et puis, bien sûr, il y a les manœuvres qui sont ici appelées des enfantillages. Je trouve ça bien trouvé. c'est vrai. Et puis, pour finir, des relations. Le sel des PBTA. Alors, c'est pas dans tous les PPTA, cela dit. Encore que. Là, en tête, ceux que j'ai en tête, bon, à part Ritual, qui est évidemment un cas à part, effectivement, il y a du relationnel partout. Et même Ritual, quelque part, c'est pas formalisé comme ça, mais il y en a autant. Et même Ritual, il y a un peu ça quand même. Donc, ouais, non, Oui. si, effectivement. Sachant qu'évidemment, là, pareil, grand classique d'IPPTA, les relations peuvent être positives comme négatives. Un peu le sel, hein. Le sel du sel, du coup. Voilà. Alors, les relations qui sont appelées ceux que je crois connaître, d'ailleurs. La nuance est importante, je trouve. Ah oui, effectivement. Et donc, les relations, ça peut être effectivement du positif comme un ou une gamine fragile dont il faut tout le temps s'occuper, tout comme ça peut être derrière un tyran qui menace directement ma famille. Pour situer, à chaque fois que je donne des exemples, l'archétype que j'ai de scanner dans mon script, c'est l'archétype de la maman, en l'occurrence. Qui est l'archétype que je jouais, moi, donc ça me va très bien. Je sais pas pourquoi, mais si j'avais dû faire un pari, c'est ce que j'aurais parié. Ouais. Pas étonnant, effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est complètement mon archétype. Flashback Toriel. Qui a été mon avatar sur Twitter pendant longtemps. Voilà. Non, mais en plus, l'image dans l'archétype de la maman que j'ai souligné, en plus, c'est un gâteau, c'est une tarte. Donc bon. Si je prends un selfie, c'est ce qu'on voit, je crois. D'ailleurs, oui, je l'ai prononcé comme ça. On dotera d'ailleurs pour un livret en français sorti en 2017. Le livret est écrit en inclusif quand il parle des personnages. Alors, de l'inclusif de 2017, hein, c'est-à-dire avec des points médians, pas médians. Donc juste des points, à la place de points médians, quoi. Mais c'est à souligner. Mais l'archétype, par contre, s'appelle la maman. C'est pas. Oui. Ouais, c'est bien la maman. Oui. Bon, pour des raisons assez évidentes, je pense. Voilà. C'est pas Bah, du le tout fait qu'il la ne, même chose. qu'il ne soit pas genré, évidemment, en tant que tel. Après, du coup, on va passer aux éléments de gameplay. Et on va revenir sur la bille noire. Oui. Yay parce que oui, du coup, la bille noire, ça n'a pas de gameplay, bien sûr. Ça s'appelle la mécanique de l'hypothèse, parce que sinon, le reste, vous connaissez à force comment fonctionnent les PBTA. Mais enfin, là, c'est un petit peu différent. Il va falloir le dire quand même. Il va falloir qu'on apporte des choses, bien sûr, on va quand même en parler. Mais bon, d'abord, la bille noire, du coup, face à une situation stressante, les participantes ont le choix, l'opportunité de piocher entre 1 et 3 jetons pour ajouter à leur réserve de bille noire. Je trouve ça très intéressant, très important que ce soit du volontariat, parce que ça aide à mieux se mettre dans la peau des enfants. Tu vois, du coup, se mettre à fond dans son personnage et se dire, je suis dans une situation désagréable, en un mot comme en sang, donc du coup, je pioche de la bille noire.
Oui, mais même, enfin, on peut aller au-delà de ça, c'est-à-dire une situation va être vécue différemment par deux enfants. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, mais si je dis mettons la brute a peur des araignées et la victime non. Donc face à je sais pas, une sirène qui est une araignée géante, la brute va prendre 3 points de bille noire, la victime va peut-être en prendre 1, voire 0, quoi, selon. Oui, non, bien sûr. Mais voilà, je trouve ça intéressant que ce soit fait comme ça parce qu'il y a beaucoup, alors tu me diras, c'est l'opposition entre jeu de rôle tradi et moderne, hein, mais Oh oui. il y a cette confiance qui est faite aux joueuses. Après, du coup, derrière, il y a aussi un devoir de sincérité de la part des joueuses. C'est-à-dire qu'il faut jouer le jeu, bien sûr. Oui, mais en fait, justement, je disais, c'est très enfin, le jeu de rôle est très moderne, puisque le seul fait de parler de participantes et pas de joueuses, et de pas trop faire d'amalgame entre participantes et personnages joueurs, c'est quand même pas rien, je trouve. Et oui, on continue complètement sur cette lancée de dire, bah oui, si le personnage est dans une situation inconfortable pour une raison ou une autre, vous pouvez, si vous le voulez, prendre 1 à 3 de bille noire ou ne pas en prendre. Ouais. Mais je trouve ça important de dire que c'est dans les deux sens, parce que c'est vrai que nous les premières, hein, on peut avoir tendance à parfois un petit peu taper du sucre sur le tradi, parce que c'est vrai qu'il y a une structure qui est parfois moins heureuse que du moderne, mais derrière, il y a aussi des fois des personnes qui ne jouent pas le jeu, quoi, bien sûr. C'est-à-dire que le tradi te pousse à devoir réussir tout le temps. Donc pourquoi est-ce que tu prendrais des choses qui, bon, on va en parler juste après, mais certes peuvent te donner un bonus, mais représentent aussi de bons retardements, quoi. Oui, tout à fait. Mais cela dit, c'est effectivement, comme dit, on va en parler, mais c'est intéressant que la bille noire puisse avoir du positif quand même, parce que du coup, ça peut quand même essayer de pousser même les plus réticents et réticentes à quand même en prendre. Non, mais je suis d'accord. Oui, il y a un intérêt mécanique à le faire, mais... C'est une super mécanique, mais le fait qu'il y ait quand même un peu de positif, c'est un peu de béquille potentielle. Voilà, si jamais il y en a qui ont un peu de mal à rentrer dedans, quoi. Quelque part, je trouve que c'est comme les cartes tension de Space Horror Stories. C'est-à-dire, les jouer, c'est amener des éléments qui vont être négatifs, hein, dans tous les cas, mais ne pas les jouer, c'est ton personnage va mourir. Oui, c'est ça. Donc t'as un intérêt mécanique à faire des choses qui sont peut-être pas optimales, mais en attendant, ça peut quand même t'apporter quelque chose qui est moins pire. Oui, tout à fait. En parlant de cumuler, arrivé à 5 jetons de bille noire, la nervosité est à son comble et il va sûrement falloir évacuer le stress. C'est là qu'on arrive à un enfantillage spécifique qui s'appelle craquer et qui peut être demandé par l'adversaire. Ce qui amène soit effectivement, selon le résultat du lancer de dés bien sûr et la décision de la participante derrière. C'est intéressant parce que du coup, peu importe le résultat de l'enfantillage craqué, il y a toujours une décision derrière quand même qui doit être prise. Selon, soit l'enfant va céder à ses pulsions et faire une action commandée par l'adversaire qui est regrettable, soit alors la participante refuse l'action et dans ces cas-là, ça va amener à de la pourriture, avec les conséquences qu'on évoquera en zone spoiler. C'est ça qu'on aime, le spoiler et les actions imposées qu'on peut accepter ou refuser. Alors évidemment, le score de bille noire est maintenu d'une session à l'autre. Ça peut paraître évident, mais vu que c'est une réserve de jetons, je trouve ça bien de le préciser tout de même. Revenons sur la mécanique du lancer de dés. On a dit qu'on y reviendrait un petit peu. Donc évidemment, un enfantillage, c'est 2d6, comme on s'en doute, mais c'est aussi influencé par des avantages et désavantages contextuels et par la mise de bille noire. S'il n'y a pas de caractéristiques. Il n'y a pas de caractéristiques, il n'y a pas de stats, effectivement. Donc, d'abord, les avantages et désavantages contextuels, je l'ai dit au pluriel, mais c'est soit +1, soit -1, soit 0, évidemment. Et la mise de bille noire, c'est miser entre 0 et 3 jetons parmi ceux qu'on a dans notre réserve. Et si l'enfantillage est réussi, donc si c'est une réussite parfaite ou excessive, on va y revenir, les jetons sont perdus. Ce qui est plutôt une bonne chose, du coup. Mais c'est à double tranchant. Bah oui, notamment pour cette notion de réussite excessive. Avant de parler des réussites excessives, cela dit, on va parler un petit peu de chiffres, parce que de par le fait qu'il y ait le potentiel avantage contextuel plus la mise qui peut aller jusqu'à +3, les chiffres sont décalés par rapport à ce qu'on a l'habitude d'un PPTA. C'est-à-dire que là, 7- c'est un échec au lieu de 6-. 8-10, c'est une réussite parfaite. Au lieu de 7-9, pour une réussite mitigée. Voilà. Et 11+, c'est une réussite excessive. Au lieu de 10+, pour une réussite parfaite, normalement. Qu'est-ce qu'une réussite excessive ? Une réussite excessive, c'est une réussite qui déborde. C'est une réussite qui réussit trop. Elle réussit mieux, mais elle réussit pire aussi. Oui, ça marche trop bien. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple,
Pour l'enfantillage de maman protégée, la réussite excessive, alors la réussite parfaite, ça va être choisir parmi un certain set d'options. Ça paraît classique PBTA, hein, comme par exemple forcer un ennemi à me prendre pour cible prioritairement ou à interrompre l'action stupide d'une de mes protégées. Stupide entre guillemets, d'ailleurs, je tiens à le dire. Une réussite excessive, ça va être je peux recourir donc aux mêmes actions que la réussite parfaite, mais au lieu d'en choisir une, je peux en choisir deux. Enfin, je peux en choisir deux fois, parce que ça peut être la même deux fois. Mais en contrepartie, l'adversaire peut aussi choisir sur un autre set de solutions un contre-coup. Là, ça peut être par exemple, je subis une blessure, ou je fais peur à ma propre famille, ou encore, un particulièrement horrible, je sacrifie un ou une enfant qui n'est pas de la famille. Eh oui. Ensuite, il y a aussi une notion qui est présente, c'est le fait de faire un enfantillage sans avoir l'enfantillage. Donc tenter quelque chose, même si on n'a pas l'enfantillage qui va avec. Il y a deux possibilités. Soit c'est un échec automatique, soit alors c'est une réussite automatique, mais avec un lourd coût. C'est à la décision de l'adversaire. Ensuite, s'il y a une action qui concerne plusieurs enfants, plusieurs PJ, alors malgré tout, il n'y a quand même qu'un seul test pour toutes ces actions-là. Pour tout le groupe, ouais, d'accord. Voilà, pour tout le groupe. On considère qu'ils s'entraident après pour grimper un muret ou un truc comme ça, quoi. Voilà. C'est ça, tout à fait. Ce qui se justifie bien d'un point de vue RP, mais qui est surtout là d'un point de vue statistique. Oui. Parce que sinon, statistiquement, ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui échoue. En termes de blessures, parce qu'il y a un système de blessures, il y a 4 niveaux de blessures pour 3 blessures possibles. Et au bout de 2 blessures, on fait des jets. Alors pourquoi je dis 3 alors qu'il y a 4 ? Parce que, tu sais quoi ? Le plus simple, c'est encore de les que lire, je pense, bien sûr. Dire les descriptions des 4 niveaux de blessure. Oui. On comprendra très bien pourquoi la 4e n'est pas un niveau de blessure. Le premier niveau de blessure, c'est j'ai besoin de quelques heures pour souffler. Le deuxième niveau de blessure, c'est j'ai besoin de me reposer un jour et une nuit. Le troisième niveau de blessure, c'est j'ai besoin de soins et d'une semaine de repos. Le quatrième niveau de blessure, c'est je crois que je ne reverrai jamais mes parents. Voilà, tout est dit, je pense. Un épisode de la joyeuseté, encore une fois. Après, c'est novembre, c'est la Toussaint. C'est vrai. Après, il y a des mécaniques sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notamment en termes d'équipement. Il y a les notions d'armes et d'armure, notamment une arme fait plus de blessures et augmente drastiquement le risque de réussite excessive. Ce qui est logique, hein, dans un monde d'enfants, si tu te mets à attaquer quelqu'un avec un couteau, ou pire, avec une arme à feu, tu vas évidemment avoir un bonus extraordinaire au jet. Il n'y a quasiment aucune chance que tu échoues. Tu as quasiment toutes les chances de faire des réussites excessives. Et derrière, les armures diminuent les dégâts et génèrent des désavantages sur certains enfantillages, comme par exemple se faire tout petit. Eh oui, forcément. Ensuite, du coup, l'expérience, c'est comme la ville noire, c'est la décision des joueurs. Une fois encore, je salue l'idée. Et sinon, c'est un format assez classique. Hein. Tous les 5 points d'expérience, on prend un apprentissage. Les apprentissages étant eux-mêmes des avancements classiques de livret de PBTA, genre prendre un nouvel enfantillage, prendre un enfantillage d'un autre livret, changer de livret, le grand classique. Effectivement, rien de bien transcendant. Mais si je ne m'abuse, on n'a pas de progression avancée du genre. Le personnage est à la retraite, machin. Non, il n'y a pas ça. De toute façon, tu ne peux pas être en sécurité dans les terres humides. Hein. Oui, de toute manière. On peut changer évidemment de livret, mais il n'y a pas le moyen de changer de personnage. Enfin, pas en termes de mécanique, rien vous empêche. Oui, bien sûr. De mourir. Pour la nôtre. Sinon, il y a une petite suggestion qui est faite par l'éditeur, voilà, Vincent Le Retour, oui. qui propose que les participantes contrôlent des PNJ quand leur PJ n'est pas dans la scène. Je trouve ça très cool comme idée. C'est vrai. Et encore une fois, je suis obligé de faire un parallèle avec Blitzstage où on est obligé de jouer des PNJ en lien avec les autres PJ. Je sais que Vivi connaît le jeu, mais est-ce que elle le connaissait avant d'Éclair Libreté ou après ? Ça, je ne saurais pas le dire. Bonne question. Et pour les auditeuristes qui sont très attentifs et attentives, vous vous souviendrez que c'était aussi le cas dans Ritual. Mais ouais, je trouve ça très intéressant, notamment dans un PBTA. Comme ça permet d'être tout le temps actif ou actif, parce que de toute façon, les participantes seront là quoi qu'il advienne, car on ne me rappellera jamais assez que dans les PBTA,
On sépare très souvent les PJ, mais on ne sépare jamais les joueurs. Et oui, les participantes même pourrait-on dire. Mais oui, encore une fois, c'est du jeu de rôle moderne, on fait confiance aux participantes pour ne pas faire de méta-jeu, pour ne pas... C'est fou, hein, ça change tout. Et pour profiter du spectacle. Après, il y a quelques conseils. Alors, je vais rentrer dans la partie un peu plus lourde et énumérée de l'adversaire. Grand classique de mes chroniques sur les PBTA. Je vais pas tout vous lire. Sachez déjà qu'il y a des pages entières de conseils à l'adversaire dans le manuel. Donc, s'il y en a parmi vous qui angoisseraient un petit peu, qui ont un peu peur de se lancer en tant qu'adversaire, n'ayez pas peur, vous êtes entre de bonnes mains. Mais il y a tout de même, ça dit, un élément que je vais citer dans ces quelques conseils aux adversaires que je trouvais pas mal, qui est valable pour n'importe quel MJ pour le coup. Mais bon, là, en l'occurrence, on l'a là sous le nez, donc je vais l'évoquer, voire le même. Osons le dire, le réévoquer, parce qu'il me semble qu'on a pu en parler durant la saison précédente. Et d'ailleurs, ça fait aussi écho à la question de l'épisode précédent, d'ailleurs. Il est, donc là, je vous le cite tel quel, il est de votre devoir absolu de les appliquer. Alors, les appliquer, en l'occurrence, ça parlait des résultats des dés, le plus strictement possible et d'en respecter les conséquences. Pas question de refuser à un participant les fruits d'un enfantillage réussi sous prétexte que vous seriez mieux que lui, ce qu'il doit être, entre guillemets, votre histoire. Et c'est très synthésien, je trouve, comme ajout. Je sais que Frédéric Synthèse a participé à des playtests, c'est écrit dans le manuel. Et ouais, je trouve que c'est vraiment un truc à la Frédéric Synthèse qui met un bon paquet de règles pour, au final, écrire un jeu de rôle très contemplatif et très libre. Mais il y a énormément de règles. Ouais, d'ailleurs, ce que tu me dis me fait enfin, ça me fait réagir sur certaines choses. C'est très drôle d'ailleurs, comme moi, la première fois que j'ai lu le manuel Libreté, donc à l'époque où j'ai fait cette partie de la Libreté, je connaissais pas grand-chose au monde du jeu de rôle, et encore moins au jeu de rôle francophone, bien sûr. Et donc, aucun nom ne me disait spécialement quelque chose, mais de relire maintenant la page des remerciements du manuel de Libreté, je dis « Ah, tiens, ce nom me dit quelque chose. Ah, mais ça aussi. Ah, mais cette personne-là aussi, dis donc. » Des remerciements et des backers aussi, hein, parce que même dans les backers, c'est assez impressionnant. Je dois connaître 10% des backers. Incroyable. Alors, pas personnellement, mais de nom, hein, bien sûr. Tu n'es pas à ce point-là famous dans le monde du jeu de rôle francophone. Pas encore. Pour l'adversaire, cela dit, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, dans les listings essentiels, car il y a des choses essentielles à dire. Tout d'abord, 3 objectifs pour l'adversaire. De 1, donner vie à Libreté et à ses habitants. Numéro 2, jouer pour découvrir ce qui va se passer. Grand classique des PBTA, celle-ci en l'occurrence. D'ailleurs, je crois qu'elle est toujours formulée en tant que telle. Et 3e objectif, révéler peu à peu que la ville est condamnée. Parce que oui, c'est un truc, il faut avoir conscience. Le but de Libreté n'est pas de faire une belle histoire, pas faire une jolie histoire. Non, ça se finit pas bien. Ça peut être une jolie histoire, mais elle se finit mal. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, d'ailleurs, dans le script, une belle, entre guillemets, tu vois, une chronique se termine avec l'assaut final des sirènes sur Libreté. D'ailleurs, oui, dans les remerciements au début, ces personnes-là ont contribué à la chute de Libreté. C'est ça. Bon, après, comme je le dis souvent, une fois que vous êtes à votre table, tant que tout le monde est d'accord et sur la même longueur d'onde, faites bien ce que vous voulez, bien sûr, mais à la base, c'est prévu comme ça, en tous les cas. Ensuite, les principes d'adversaire. Petite chose essentielle pour les futurs adversaires qui nous écoutent. Tout d'abord, dépeignez une société patchwork qui est bâtie sur le reste du monde des adultes. Ensuite, adressez-vous aux personnages joueurs. Une fois encore, grand classique des PBTA. Ensuite, donnez aux personnages non joueurs un nom et une vie. Pour situer Libreté, c'est variable évidemment selon la Libreté qui a été construite, mais en moyenne, c'est une centaine d'individus. C'est-à-dire, ce nombre a été choisi parce que c'est le bon nombre. C'est suffisamment nombreux pour que tout le monde ne se connaisse pas de manière intime et personnelle, mais c'est suffisamment peu pour que tout le monde se connaisse au moins de vue. Puis, faites des sirènes de l'averse des monstres, mais pas seulement. Et ça, celle-ci, je l'aime énormément. Je n'en doute pas une seule seconde. Bon, faut dire en même temps, moi, quand j'ai voulu faire une campagne de Monster of the Week, la première chose qui m'est venue en tête, c'est de refaire une interprétation d'Undertale. Donc oui, l'idée de ne pas faire des sirènes que des monstres, ça me parle. Après, montrer que toute action a des conséquences, souvent douloureuses, parfois heureuses. La joie de vivre.
Mais aussi, rappelez-leur que la solitude et le besoin d'amour ne disparaissent jamais vraiment. Ah, il y en a qui tapent, hein. Oui, celle-là particulièrement, dur. Ouais. Tu sais, c'est ce fameux j'étais là pour lire un jeu de rôle, j'avais pas demandé une thérapie. Alors, si tu n'as pas demandé une thérapie, j'ai un jeu de rôle pour toi avec des loups-garous. Je vais peut-être prendre la thérapie finalement. Hein. Les loups-garous, c'est pas mal aussi. Hein. Vous comprendrez plus tard, on en parlera sûrement. Bah oui, je parlerai de Pour la Reine, et c'est un jeu dérivé de Pour la Reine, donc j'en parlerai forcément à ce moment. Ensuite, surtout faire contraste avec cette digression, faites surgir la mort avec parcimonie mais sans concession. Puis, utilisez régulièrement des enfantillages d'adversaires mais avancés masqués. Ça, pareil, même d'un point de vue écriture, c'est formulé toujours comme ça. C'est un principe d'adversaire classique dans tous les PBTA. Ensuite, interrogez-les sur les petits détails du monde qui est le leur. Parce que oui, l'hypothèse, comme souvent dans les mondes de PBTA, va continuer d'être construit au fur et à mesure. Il va y avoir du world building constant et par les ajouts des participantes. Ensuite, posez-leur des questions provocatrices et utilisez leurs réponses pour nourrir la partie. Même principe, du coup. Ensuite, pensez à ce qui se passe quand les personnages des joueurs ne sont pas là. Oui, d'ailleurs, on notera que dans ces principes, le terme de joueur est employé au lieu de participante. D'ailleurs, on notera. Oui, mais c'est par rapport au PJ, quoi, c'est tout. Quoi, Et pour finir, un grand classique, une fois encore des PPTA, parfois laisser quelqu'un d'autre décider. Parce qu'on n'oubliera jamais assez que le PBTA est en vrai une tentative d'embrigadement anarchiste, évidemment, une fois encore. Bah évidemment, hein, de toute façon, oui, puisque on est égalitaire. C'est horizontal, en fait, c'est pas vertical. Contrairement au jeu de rôle traditionnel. Bon, c'est bon, on a compris, ça va, j'arrête de râler dessus. On y revient, ce n'est pas ton jeu de rôle, c'est notre jeu de rôle. Exactement. La même. D'ailleurs, j'ai parlé des enfantillages d'adversaires. Alors, on notera qu'il y a 2 types d'enfantillages pour l'adversaire. Ils sont classifiés en 2 catégories. Il y a les enfantillages insouciants et les enfantillages cruels. C'est les soft moves et les hard moves. C'est ça. Mais là, du coup, je trouve qu'ils sont nommés de manière... Ah oui, c'est très... Encore une fois, il y a une cohérence parfaite, je trouve, dans l'écriture. Sauf les personnages des joueurs. Mais à part ça, en termes de mécanique de jeu, tout ça, c'est super cohérent. Puis d'ailleurs, évidemment, entre les enfantillages adversaires, il y en a une en particulier. Vous savez quelle est là, évidemment. Il y a l'enfantillage séparez-les. D'ailleurs, une fois encore, si un jour vous masterisez du PBTA et que vous paniquez, que vous ne savez pas quoi faire, séparez-les. Ça renforce, d'autant plus dans les beautés, hein, mais ça renforce la vulnérabilité des personnages d'être isolés. Tout à fait. C'est une vraie peur d'enfant, d'être séparé du groupe alors que tu marches dans un endroit que tu connais pas. Totalement. Pour ce qui est du grand final, alors on a dit que l'assaut final, c'était la fin de la chronique. On a dit au début qu'une chronique était entre 5 et 10 séances. Diégétiquement, alors ça c'est variable, puisqu'il peut se passer du temps, ça dépend de ce que vous décidez. Vivi, typiquement, est du genre à faire l'assaut final au bout de quelques semaines ou mois. Oui, pour éviter qu'un personnage qui a 15 ans passe à 16, je suppose. Mais... Il y a peut-être de ça, effectivement. On notera aussi... Alors, vous épargnez la liste, hein, mais que vers la fin du manuel, il y a des types et des sous-types de PNJ et de groupes de PNJ. Ça peut être utile. Pareil, il y a plein d'exemples de plein de choses différentes. On en revient toujours dans l'idée, si un jour vous voulez faire de l'hypothèse, vous êtes entre de bonnes mains. La lecture, je trouve, du manuel m'a été très plaisante. Je trouve que c'est un manuel de jeu qui est très complet, pour le coup. Moi, je ne l'ai pas lu, donc j'aurais du mal à te répondre. Mais il a l'air, en tout cas, de ce que tu en dis, de ce que tu en as dit jusqu'à présent. Un petit dernier de vocabulaire pour les scénarios. Alors, il n'y a pas vraiment de scénario à proprement parler, mais il y a à la place ce qu'on appelle des nuées. Les nuées, c'est les accroches, en l'occurrence, c'est les débuts de scénario. Et elles peuvent évoluer en 3 stades. Donc, le stade pluie, averse et tempête, si je ne m'abuse. Quelque chose dans ce genre-là. Enfin, vous voyez, une fois encore, l'idée. J'ai cherché, je me rappelle que je l'avais déjà cherché cette information. C'est première goutte, averse et tempête, c'est ça. Première goutte. Oui, parce que je cherchais un mot. Eh oui, alors qu'en fait, non, mais moi aussi, j'aurais cherché un mot, hein, alors je le sais, mais non. Ça, pour le coup, c'est différents stades. Pour comparer à un jeu qu'on a déjà chroniqué, voyez le compte à rebours de Monster of the Week. C'est-à-dire que plus ça va, les mots sont assez transparents. Hein. On commence aux premières gouttes, puis on finit à la tempête.
Voilà, c'est plus ça avance, plus ça va devenir dramatique. C'est tout ce que j'ai pour le jeu de base. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le jeu de base, déjà? Alors sur le jeu de base, bah non, moi j'avais eu l'occasion comme j'ai dit, de faire un one shot dessus. Je suis ravi que tu parles de ce jeu, ne serait-ce que bah, moi du coup, comme j'ai dit, je n'ai pas lu le manuel, donc je découvre plein de choses sur l'adversaire et tout, et ça a l'air vraiment, vraiment très très cool. C'est tout ce que j'ai à dire. Et maintenant, on va parler du cadre alternatif de Billes et d'acier. Qui est d'ailleurs tellement un cadre alternatif, qui est tellement différent que moi qui n'y ai jamais joué, j'ai encore failli y jouer. Bon, d'ailleurs, les œuvres de Vivi Ferrasson, c'est opportunités manquées hein, chez moi. À chaque fois, j'ai failli, j'ai jamais fait. J'ai joué quand même à Libreté, mais c'est bien le seul. Mais du coup, voilà, j'avais un souvenir lointain de Deux billes et d'acier, et dans mon esprit, c'était un autre jeu du même univers pour le coup. Et c'est en préparant l'épisode en pré-préparant l'épisode que je me suis rendu compte que non, c'est du Libreté tout de même malgré tout. Oui, alors on pense c'est un peu plus compliqué que ça du coup, puisque dans la cellule, on a un peu plus de suivi de ça, puisque Vivi fait partie des podcasteuses de la cellule. Et donc, effectivement, ça devait être une extension à la base, mais standalone en fait. Puis d'ailleurs, le jeu est standalone hein, concrètement. Ah oui, totalement. Et le nom du projet, en fait, c'était Mecha Libreté. Mmh. Le nom du work in progress. Donc voilà, et tout l'enjeu, c'était de dire oui, bon, dans Libreté, c'est des enfants, tu mets un coup de poing à l'autre qui tombe par terre en pleurs. Comment on fait? Là, ça marche pas. Si tu fais un combat entre un BK et un robot géant. Donc... Oui, parce que du coup, pour situer Deux billes et d'acier, alors le manuel en tant que tel de billes et d'acier, qui est certes un standalone qui fonctionne seul, hein, mais malgré tout, il est quand même beaucoup plus court et c'est quand même principalement un cadre. C'est quand même principalement du lore pour le coup. Le concept en termes d'imagerie, c'est Libreté mais avec des mechas. Voilà. Shinji monte dans le robot. C'est ça. En termes d'histoire, c'est beaucoup plus dramatique que Libreté, Deux billes et d'acier, vu que ça se passe dans notre monde. Et puis là, effectivement, comme tu l'as dit, on ne joue plus des enfants, on joue des adolescents ou des préadolescents, parce qu'on peut aller jusqu'à 14 ans dans la fourchette basse. Mais en l'occurrence, on va de 14 à 17 ans ce coup-ci. C'est une fois encore la fourchette haute et stricte et rigoureuse. On ne peut pas avoir de PJ qui ont 18 ans. Comme dans Blistage. C'est un autre indicatif hein, qui nous dit que ça va être encore plus rude que Libreté. C'est un peu ce que j'appelle le phénomène Thing for the Flood. Ah bah, bon, on en parlera je pense sans une spoiler, mais oui, c'est beaucoup plus hard. Oui. Mais oui, et ça joue notamment du fait que ça passe dans le monde. Parce que l'idée, c'est que ce coup-ci, c'est le monde de l'averse qui a envahi notre monde. Et donc, du coup, les adultes, les humains, ont fait des découvertes en termes de technologie assez foireuses, faut dire ce qui est. Et ils ont inventé, on va dire ça comme ça, les Aqualung. Oui, Aqualung, oui, tout à fait. Qui sont une sorte de mechas, qui ne peuvent être pilotés que par des enfants. Les adultes ne peuvent pas piloter les Aqualung. Et qu'on se le dise, hein, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et des gros problèmes. Pour le coup, hein, ils sont décédés. Ils n'en ont plus maintenant des problèmes quelque part. C'est ça. Donc voilà, des sortes de mechas pilotés par des enfants. Alors, en l'occurrence, dans ce qu'on joue par des ados, pour combattre des sirènes, quand vous vous doutez, d'ampleur un peu plus grosse que ce qu'on a l'habitude. C'est la belle bête. C'est ça. Et puis alors, si vous pensiez que le monde de Libreté était amoral parce que c'est des enfants et qu'ils n'ont pas la rigueur des adultes, vous fourriez le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Parce que les adultes sont pires. Oh, bah oui, mais encore une fois, on en parlera dans un spoiler. Voilà. Après, il n'y a pas forcément tant que ça de choses à dire, si ce n'est que dans termes de... Pour ça qu'on parlait un petit peu d'extension. En termes de gameplay, bien sûr, il y a des mécaniques supplémentaires qui sont rajoutées liées au mecha. Oui. Notamment jusqu'aux archétypes. D'ailleurs, le livret contient des pré-tirés, un pré-tiré par archétype propre à Deux billes et d'acier, sachant que l'adaptation des archétypes de Deux billes d'acier pour Libreté de base ou inversement est délicate. Sûr, ça peut être faisable, mais c'est assez délicat. Vraiment un cadre à part entière. Même en enlevant la partie méca, vraiment, c'est pas les mêmes bails, on va dire. Ne serait-ce que l'un des livrets de Billes d'acier, c'est l'obéissance. Ça marche beaucoup mieux dans un monde d'adulte. Notre règle, les principes et les objectifs d'adversaires sont remis en entier et modifiés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous mis et ceux qui sont modifiés par rapport
à Libreté sont mis avec une petite astérix pour préciser que c'est plus les mêmes. Et ça, c'est cool. Après, ça reste du coup les mêmes principes, mais réadaptés. Voilà. Ça. Il y a d'autres choses qui reviennent, notamment il y a une fois encore. Alors là, pour le coup, c'était vraiment important. Un addendum, ça fonctionne aussi une fois encore par addendum de la part de l'édition d'ailleurs. Un addendum sur la question de la sexualité, là d'autant plus. Ah oui, ben là, C'est forcément. évoqué Ouais. là nécessairement. Sinon, je pense que j'ai pas grand-chose à dire dessus, parce qu'après, on va entrer dans le détail, mais pas faire une lecture de livret, évidemment, ça ne sert à rien. Bah, moi, je me rappelle juste, pareil, hein, je n'ai pas lu le manuel, même si maintenant je l'ai en physique, attention. Mais dans l'émission de la cellule, Vivi racontait au micro que elle avait cette idée-là de un peu piquer au catch, quoi, où il y avait un personnage qui était sous le feu des projecteurs, qui racontait un peu ses actions, les autres qui pouvaient le soutenir, rajouter des descriptions pour aller dans son sens, et à la fin de l'échange, il faisait un jet de dés. Et que les combats, du coup, qui devaient normalement être très très rapides et très péremptoires dans la libreté, gagnaient ce côté-là beaucoup plus descriptif, beaucoup plus libre dans De Billet d'acier. Oui, tout à fait. Mais donc voilà, De Billet d'acier, très cool aussi. Pour le coup, je n'ai pas eu l'occasion. Alors moi, si, j'ai fait un one-shot dessus aussi. Mm-hmm. C'était vraiment très très bien. Encore plus rude. Oui. Et militariste, hein, parce qu'on dirait que la base, c'est une base militaire, bien sûr. Oui, on joue des enfants commandés par des militaires. C'est vrai que dans ce monde triste, ça manquait un petit peu d'enfants soldats quand même. Franchement, ouais. Moi, je trouve que c'est clairement ce qui manquait. Ouais. Ça manquait. Mais bon, voilà. Moi, c'est tout pour l'instant. Après, évidemment, on rappelle qu'il y a une zone spoiler. Oui. On va... déjà, est-ce que ça t'a donné envie de rejouer à Libreté ou à De Billet d'acier? Déjà, aux deux. Et oui, grave. Franchement, en plus, moi, tu le sais, en ce moment, j'en ai vraiment ras-le-bol du jeu de rôle tradi. Donc là, j'ai des étoiles dans les yeux, si tu veux. Là, vraiment... Là, ça y est, tu me dis que demain tu lances une campagne de Libreté, je dis ouais, je joue. Pas de chance, mon projet actuel, c'est de reprendre mon projet de campagne de donjon. Alors, aïe, bon, écoute, ce sera peut-être sans moi. Ça tombe bien parce que j'aurais besoin de quelqu'un en coulisses. En arrière-boutique aux coulisses. Ça m'arrangera. Très bien. On va passer à la question. Question des auditoristes, une question du petit Cthulhu aujourd'hui. Elle était double. La première partie de la question, c'est comment êtes-vous venu au JDR? Et la deuxième partie de la question, c'est quelles ou quelles idées reçues aviez-vous sur le média jeu de rôle? Avant de pratiquer, bien sûr. Est-ce que tu veux répondre? Tu veux que je réponde? Je peux commencer. Allez, c'est parti. Moi, pour quelqu'un qui fait pourtant pas du jeu de rôle depuis longtemps, techniquement, l'histoire elle remonte bien avant ma découverte du jeu de rôle. Elle remonte à quand j'étais en primaire et où j'ai vu 2 camarades de classe en train de réviser leur texte de théâtre dans la cour de récréation. Je leur ai demandé ce que c'était, voilà, je me dis tiens, ils font du théâtre. Et ça m'a donné grave envie. Donc du coup, j'ai demandé à mes parents si je pouvais être inscrite au théâtre. Et pendant des années, j'ai fait du théâtre. Et ça a été un premier goût du jeu, en gros. Et c'est ça qui me fait que des années plus tard, quand j'ai appris l'existence du jeu de rôle, quelques 6-8 ans plus tard, on va dire, j'étais très hypé pour le coup. Genre, je sais plus comment j'ai découvert. Bah si, je sais comment j'ai découvert le jeu de rôle. J'ai découvert le jeu de rôle par aventure. Ouf, pauvre de toi. Comme beaucoup de monde, hein, qu'on se le dise. Je sais. Bah oui. Qu'on apprécie ou pas, et aventure, et les gens qui l'ont fait individuellement, forcément admettre que ça a quand même introduit le jeu de rôle à beaucoup de monde. Alors individuellement, il y en a un ou deux à sauver, mais je suis d'accord. Autant que je puisse mépriser et ce groupe dans son ensemble, le groupe dysfonctionne à bien des niveaux, et ce qu'il a produit, parce que franchement c'était nul. Vraiment, oui, ça a ouvert le jeu de rôle à beaucoup de gens qui étaient étrangers, et c'est une très bonne initiative. Par contre, c'est des mécaniques de jeu absolument horribles. Voilà, le système de résolution est vraiment à chier. Après, ça va parce que... Alors, ça va pas forcément faire partie de ma réponse parce que après... si, d'ailleurs, si, ça va être nécessaire. Si, dans l'historique, du coup. Donc, il y a eu ça. Ensuite, quelques années plus tard, pendant mes études supérieures, pendant la dernière phase de mes études supérieures, j'ai eu l'occasion de rejoindre un club de jeux de rôle.
ce qui était vraiment composé à 99% de personnes avec qui je tradais de toute façon tout du temps pendant ces études-là. Donc c'est vraiment, voilà. Tu n'avais pas le choix, en fait. Voilà. C'est dans ce contexte-là qu'il y a eu la fameuse histoire du centaure qu'il a fallu rattacher au wagon, si tu veux. Bon. Et ça a été ma première expérience de jeu de rôle. Après, c'est une expérience qui a pu rester toute seule dans son coin. C'est pour ça que je vais continuer un petit peu l'histoire, si tu me le permets. Bien sûr, tu as tout l'espace, le micro est à toi, vas-y, fais comme chez toi. Hein. À ce moment-là, je n'étais pas tout à fait hooked. J'ai adoré faire du jeu de rôle, mais ça aurait pu s'arrêter là. Mais entre-temps, j'avais découvert une autre chaîne, un autre organisme qui faisait de l'actual play. Clubtopus qui donc était... Alors, c'est intéressant du coup parce que j'ai découvert donc, avec Aventure, donc j'avais découvert de la fantasy et la deuxième source d'actual play que j'avais, c'était avec des... de l'horreur quoi. Et de l'horreur quoi. Donc quoi, voilà, la dualité Donge Call of Cthulhu, personne n'y échappe. Mais justement, ce qui était... pourquoi j'en parle, c'est que sur le Discord de Clubtopus, il y avait un channel de mise en contact de personnes pour faire du jeu de rôle, notamment en ligne. Et quand j'étais en stage en Tchéquie, j'ai sauté le pas d'aller chercher des parties là-dessus. Et c'est là que j'ai fait mes premières parties de jeu de rôle en ligne. Mmh. Et rencontrer des gens qui vont avoir une importance très importante dans ma vie, de manière diverse et variée, par ce biais-là. Par un joli effet boule de neige. Et c'est là où j'ai vraiment été lancé dans le jeu de rôle. Un an après, on va dire voilà, un an après avoir commencé, il y a eu cette période où pendant un mois et quelques, j'avais du jeu de rôle quasiment tous les jours, dans des tables différentes. J'ai vite arrêté ça, mais voilà. À partir de ce moment-là, voilà, j'étais vraiment à fond dans le jeu de rôle. Mais sinon, je me permets directement la deuxième question parce que j'ai pas grand-chose à dire dessus, tu vois. Je t'en prie. J'avais pas spécialement d'idées reçues pour le coup sur le jeu de rôle. Ah oui. J'avais surtout de la méconnaissance. C'est-à-dire que avant de me lancer dedans, je connaissais quasiment rien et au jeu de rôle et à la fantasy de manière générale. Mmh. Ça s'arrêtait à Tolkien, si tu veux. Hein. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Ce qui est déjà pas mal, mais voilà. Ça s'arrêtait. D'ailleurs, c'est très drôle quand je vois par rapport sur la fantasy aux différentes races jouables parce que avant de commencer, avant que le MJ nous présente son monde créé pour l'occasion, j'étais persuadé, connaissant mes affections, mes affects, hein, ce que j'appréciais en tant que personnage ou pas, j'étais persuadé que j'allais jouer une elfe. Et puis, j'ai découvert l'existence des Tieflings. Je me dis, changement de plan. Puis quelques mois plus tard, j'ai découvert l'histoire des Aasimars et étonnamment, j'ai mis un petit peu de temps avant d'en jouer, mais je me suis rattrapé après en nombre. Faut dire, non, j'avais pas spécialement d'idées reçues. Bah écoute, c'est très bien. Tu as échappé un petit peu à la diabolisation du jeu de rôle par l'extrême droite. Mais parce que je suis né en 96, si tu veux. Mais voilà, mais c'est ça. Je suis né en 96 et découvert l'existence du jeu de rôle dans les années 2010, pour nécessairement. Bon, je vais répondre à ma propre question, oui. puisque c'est comme ça, et ne pas parler de ma vieillesse. Donc moi, j'en suis venu au jeu de rôle par un ami, en fait. J'étais en vacances chez lui pendant une semaine. Un de mes meilleurs amis, donc Pierre, si jamais, pour un truc obscur, tu écoutais ce podcast, bah coucou, ça fait plaisir. Donc cet ami, c'est le fils du meilleur ami de mon père. Voilà, donc pour citer cet ami lui-même, quand on était petit, il y avait limite les berceaux côte à côte, l'un à côté de l'autre, voilà quoi. Il a un an de plus que moi, mais voilà, on a toujours été très fusionnels, on s'est vu quasiment, alors pas toute notre vie, parce que en fait on habitait loin, hein, on se voyait au moins une fois par an. Et pendant 1 à 2 semaines, on était inséparables, et c'était comme si on s'était quitté la veille. Avec plus de choses à se raconter, on s'écrivait des lettres, parce que voilà, à l'époque, on s'écrivait des lettres. Je sais pas si tu as connu ça, Alice. Ah oui, si. En colonie de vacances, j'envoyais des lettres à mes amis. Oui, voilà. Mais nous, on s'écrivait des lettres toute l'année. Et donc, on était bien branchés jeux vidéo. Et puis, un jour, cet ami m'a initié à Magic l'Assemblée. Tu vois, voilà, donc jeux vidéo, jeux de société. On arrive au triumvirate de la culture geek, hein, appelons ça comme ça. Et puis, peut-être 2 ans après m'avoir initié à Magic, voilà, je vais chez lui, et puis il me dit, mercredi, j'ai une partie de Donjons et Dragons, et tout. Je fais, ah bon? Il me dit, oui, tout ça, est-ce que tu veux venir? Et donc, c'était ça, ou rester seul chez lui comme un gland, hein, parce qu'en plus c'était chez un ami à lui. Autant y aller, on va dire, pour mourir moins bête, quoi. Et on a créé mon personnage, voilà, très, très edgy, hein. J'avais
13 ans, je crois. Donc c'était un prêtre du dieu de la mort qui se battait avec une faux. Hein, voilà. En fait, il manquait d'huile dans le groupe, donc il m'a fallu que je sois prêtre, que je sois druide. Je dis, vas-y, on va jouer prêtre. Et puis voilà, du coup après c'est un peu parti en couille. Et bien je fais ma première partie comme ça. Et comme toi, j'ai envie de dire, ça aurait pu s'arrêter là. Hein. Mais j'ai chopé le virus, j'ai acheté les manuels de Donge. Bon, j'ai raconté la première partie que j'ai menée après avec mes amis à l'épisode dernier, donc si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Et alors, un truc rigolo, c'est que j'ai beaucoup rétro-ingénieré, c'est pas un verbe, mais c'est pas grave, les règles de Donjons et Dragons 3.5 en jouant à Neverwinter Nights, qui est, à mon sens, une des meilleures adaptations. Bon, oui, je veux dire, oui, à Baldur's Gate 3, oui, mais il y a des choses que Neverwinter Nights faisait mieux. Alors, pas beaucoup, mais il y en a, notamment au niveau de l'interface. Disons que je n'ai jamais joué à ce jeu, mais j'en ai entendu parler suffisamment de fois pour savoir son aspect légendaire, notamment son adaptation en soi assez bonne. J'ai passé plusieurs milliers d'heures dessus. Voilà, plusieurs milliers. Je sais que je ne jouerai jamais autant à un autre jeu vidéo de ma vie. D'ailleurs, s'il en est parmi nos auditoristes qui ont joué à Neverwinter Nights, eh bien, j'étais sur Epicus, voilà. Et je crois que c'était FFR après sur lequel j'étais. Donc voilà, coucou, c'est à cause, bonjour. On m'a envoyé plein de MP un jour, ça m'a débarqué, je fais ah tiens. Pour ce qui est des idées reçues que j'avais sur le média, alors c'est assez rigolo parce que justement, je viens de parler de Neverwinter Nights et peut-être, allez, mettons 6 mois, 1 an avant peut-être que Pierre donc me fasse participer à ma première partie de jeu de rôle, j'étais dans un supermarché avec mon père. Moi aussi, je raconte ma vie, t'as vu ? Et puis, bon, souvent, je regardais les jeux vidéo, comme je l'ai dit, enfant, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, et j'étais dans les jeux PC, et puis il y a mon père qui arrive, il fait « Ah, t'as vu ça ?» Puis justement, je crois qu'il me montre Neverwinter Nights, où ça devait être ça à l'époque, je suis pas sûr à 100%. Puis sur la boîte, il y avait écrit avec les règles de Donjons et Dragons 3.5 et tout. Et je dis je suis pas sûr parce que c'est du jeu de rôle et tout. Je pense qu'il faut jeter un dé pour avancer même et tout. Ça m'intéresse pas tellement quoi. J'avais vraiment cette image-là très jeu de société. Bon, même si le jeu de rôle est un jeu de société, mais vraiment très Monopoly-esque, quoi, tu vois. C'est vrai, je vais aller jusque-là, je lance un dé pour savoir si je peux y aller. Après, on en revient aux idées reçues du jeu de société aussi, derrière, qui a aussi son propre stigmate, bien sûr. Et puis, bon, moi, je ne suis pas tout à fait passé au travers de la diabolisation du jeu de rôle, des jeux vidéo, de la télé, ras-le-bol des bébés zappers et toutes ces conneries. Ce qui fait que... Alors, c'est rigolo parce que c'est jamais vraiment quelque chose que j'ai entendu, mais c'est quelque chose que j'ai intériorisé. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, parce que c'est quelque chose de sociétal, c'est-à-dire que c'est dans l'air, on a du mal à savoir d'où ça nous vient, mais c'est là. Bon, après, ça vient peut-être aussi de mon parcours de vie et du fait que j'étais le mec qui causait pas beaucoup, qui jouait aux jeux vidéo dans son coin et tout, mais tu vois, par exemple, un ami à moi qui est coiffeur, au moment où j'étais à son salon comme ça, discuter un petit peu avec lui et tout, puis il y a un client qui arrive, qui n'a jamais vu de sa vie, tu vois, bon, à peu près le même âge que nous, hein. Il s'assoit, il fait « tu veux quoi comme coupe, machin ?» Bon, il commence le truc, et puis très rapidement dans la conversation, il fait « alors, ça geek un peu ou quoi ?» Et moi, tu vois, moi, culturellement, je n'aurais jamais commencé une conversation comme ça. Oui. À quoi tu joues en ce moment ? Le jeu de rôle, tu connais ? Waouh, moi j'étais choqué quoi, mais je te dis ça, c'était peut-être il y a 4 ans. Hein. Oui, d'accord. Oui, voilà, c'est. Et en plus, je fais le malin, j'ai un podcast sur le jeu. Enfin, nous faisons notre podcast sur le jeu de rôle. Mais non, moi dans la vie de tous les jours, je suis absolument incapable d'aborder les gens et de leur dire voilà, je fais un podcast sur le jeu de rôle, machin et tout, quoi. C'est vraiment dans un contexte qui va faire que voilà. Je t'avoue que j'ai du mal à me figurer parce que moi, de manière générale, de toute façon, juste aborder les gens, tu vois, genre. Non, mais sans parler de aborder les gens, tu vois ce que je veux dire, mais je sais pas, t'es dans une réunion quelconque, bon, peut-être pas de famille, mais je sais pas moi, une formation,
je vais pas vraiment, même si des gens viennent me parler ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire, je vais pas leur dire et tout machin de jeu de rôle, incroyable, podcast du bruit derrière l'écran, tu connais. Non, moi je suis très très pudique, on va dire, de ce côté-là, et c'est rigolo parce que je sais que c'est de l'intériorisation de ces choses-là sont perçues négativement par la société en fait, et que moi j'ai grandi là-dedans. C'est fou d'ailleurs parce que cette difficulté à parler comme ça de ce genre de choses, bien que je la vis pas spécialement pour le jeu de rôle, mais c'est quelque chose que j'avais avant de manière très générale sur à peu près tous les sujets. Pas forcément de l'intériorisation, mais de la difficulté de parler à de sujets qui m'intéressent parce que de peur que ça intéresse pas, donc du coup j'en parle pas, tu vois. Oui. J'ai réussi à le combattre malgré moi. Parce que moi, pendant très longtemps, notamment avant Coming Out, la plupart de mes tenues, c'était jean t-shirt, et 80% de mes t-shirts, c'est des t-shirts à la QWERTY, c'est-à-dire des t-shirts avec des références culturelles, tu vois, du pop, quoi. Et donc, au bout de la 5e discussion sur Pokémon avec des quasi-inconnus, parce qu'il se trouve que j'avais un t-shirt Pokémon, tu vois, une fois que j'ai fait ce genre de discussion, je peux faire n'importe quel type de discussion, en vrai. Alors moi non. Alors c'est rigolo parce que justement j'ai fait partie fut un temps d'un projet qui s'appelait le guide de survie IRL. Pour expliquer donc à des gens extrêmement introvertis et de culture geek essayer de lancer des conversations, voilà, ce genre de choses. Et j'avais justement écrit un article sur comment essayer de trouver des gens qui partagent nos passions autour de nous. Et justement, j'avais c'est vraiment rigolo que tu dises ça parce que j'avais écrit effectivement que le fait de porter des accessoires, des t-shirts, des machins, des trucs, des sacs, des goodies quelconques à l'effigie des choses qu'on aime, un groupe de musique, jeux vidéo, machin et tout, ça pouvait permettre de lancer la conversation à notre place. Mais clairement. Puisqu'en fait, tu te balades avec une proposition de voilà, j'aime tel truc, si toi aussi tu peux venir m'en parler, mais voilà, tu génères un icebreaker en fait, c'est plutôt rigolo. Clairement, mon t-shirt avec un bulle bizarre est marqué en dessous Go Vegan. Incroyable. Mais oui, non, moi, vraiment, pour la peine, et je me bats de plus en plus contre ce truc-là, mais mon grand acte de résistance contre moi-même, c'est d'avoir mis sur mon CV, dans mes loisirs, jeux de rôle. Ouais. En me disant, bon, la plupart des gens vont en avoir rien à foutre, mais si je tombe sur un recruteur rôliste, c'est gagné. C'est sûr, clairement. Ouais, non, moi, c'est absolument impensable pour moi. Mais pour te dire, hein, encore aujourd'hui, tu vois, moi aussi, j'ai des t-shirts. T'en as vu d'ailleurs quelques-uns, je pense, de mes t-shirts rôlistes et tout. Je ne les mets que pour la partie de jeu de rôle. C'est-à-dire, mettons que j'ai une partie de Donjons et Dragons demain, j'ai un t-shirt avec les dés et les classes, en fonction de leur dé de vie. Tu vois, et voilà, il est très cool ce t-shirt. Je sais que si je voulais mettre ce t-shirt le soir, à ma partie de jeu de rôle, je ne le mettrai pas en journée. Pendant le travail, je me changerai le soir avant d'aller à ma partie de jeu de rôle. D'accord. Je suis à ce niveau-là. C'est terrible. C'est terrible. Alors que, mais parce que je suis vraiment dans ces trucs-là que les gens vont penser que je sacrifie des gens dans ma cave. C'est fou, hein, ce degré d'intériorisation. Et j'en suis conscient, c'est ça qui est encore pire. Oui, ben. Non, mais c'est compliqué la psyché. Ah oui, très. Mais justement, tu vois, je me fais tellement violence que je suis dans notre podcast à parler de jeux de rôle. C'est quand même quelque chose. Et je pense que, tu vois, peut-être qu'un jour, il faudra qu'on se présente en question des auditeuristes. Je vous souffle une question, vous qui n'avez jamais d'idée. Val, je te cible personnellement et nommément. Tu pourras éventuellement dire ça. Bon, on va vous faire des bisous pour ceux qui ne restent pas jusqu'au bout, c'est normal. Bon, je vais quand même dire, parce que moi ça me semble important, que comme on est quand même dans des jeux qui font confiance aux participantes pour ne pas faire de méta-jeux, etc., ce ne sont pas des spoilers d'une puissance spoileuse ultime, quoi. Mais ça me semble quand même important de le séparer en zone spoiler, on en a parlé avant, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire. Notre nom à tous les deux, hein. Ça nous a paru important quand même de le faire parce qu'il y a des gens, voilà, qui ont une sensibilité plus élevée aux spoilers que d'autres, et donc c'est très pertinent de séparer tout ça. Mais si vous n'êtes pas allergique au mot spoiler, déjà tout simplement, si le mot spoiler n'est pas un spoiler pour vous,
vous pouvez rester, hein, c'est pas non plus vous révéler que, en fait, le monde où on vit est en fait sur une tortue sur laquelle il y a 4 éléphants qui portent. Enfin bon, voilà, vous voyez le topo, quoi. Et ne vous perdez pas trop dans la pluie. Dans la pluie, personne ne vous entendra crier. Bon, on se retrouve sur cette zone spoiler parce qu'il y a quand même 2-3 trucs qu'il va falloir situer. Oui. Déjà, sur Libreté, la pourriture qui est due à la bile noire, du coup, l'effet qu'elle a, on sait l'effet qu'elle a. La pourriture, elle transforme les enfants en sirènes. Donc oui, du coup, les sirènes qu'on combat, et ben, c'est des anciens enfants, en fait, qui ont été perdus à la bile noire. Oui, alors peut-être pas toutes, on ne sait pas exactement, hein, mais en tout cas, oui, un enfant qui devient pourri jusqu'à la moelle, oserais-je dire, se transforme en sirène. Après, voilà, d'un point de vue gameplay, parce qu'il y a aussi quelque chose d'un point de vue gameplay, c'est que la pourriture, avant d'arriver au stade final, c'est une sorte d'expérience alternative. Ça reste d'autres compétences qu'on peut avoir, ça reste des points de pourriture qui font des points d'expérience. On notera que dans 2 billes d'acier, il y a tout un set de pourritures supplémentaires qui sont liées au mecha pour le coup. D'ailleurs, le niveau 5, le niveau final de pourriture dans 2 billes d'acier spécifiquement, c'est Bienheureuse Noyade. Déjà, au lieu de devenir une sirène, le ou la pilote peut tout simplement fusionner avec son aqualung, se dissolvant ainsi dans la bile noire. Alors ça, c'est complètement Évangélion, hein, soit dit en passant. Voilà. J'ai fait une référence à Évangélion, mais là, c'est typiquement une situation qui arrive dans un épisode d'Évangélion. Le robot cesse de fonctionner à moins qu'il ne ressuscite tout simplement et ne devienne un nouveau géant de bile, un ennemi dont la seule raison est la destruction de tout ce que l'humanité exhibe avec arrogance, ou un héros venu annoncer la fin des temps. Donc ça, c'est la bienheureuse noyade. Voilà. Ouais, c'est le truc positif, ça. C'est ça. Enfin, ça reste le stade final de pourriture. Parce que oui, deuxième possibilité de pourriture au niveau 5, pour 2 piles d'acier, plus une machine qu'un humain. Il est également possible qu'un ou une pilote franchisse la barrière séparant l'humain et la machine. La folie engendrée par une telle métamorphose est forcément sans retour. Mais donc oui, dans 2 billes d'acier, les aqualungs, j'étais un petit peu amer quand j'ai dit que les adultes avaient inventé les aqualungs, avaient découvert de quoi faire les aqualungs. Oui et non. Les aqualungs, c'est des cadavres de sirènes. Comme dans Évangélion, c'est incroyable. Comme dans J'ai Évangélion, spoilé le c'est incroyable. premier épisode, enfin, j'ai spoilé un truc qui est largement suggéré par le premier épisode d'Évangélion. Mais oui, encore une fois, Évangélion, tout ça. Mais donc voilà, et puis les 2 informations, c'est évidemment à mettre en perspective, bien sûr. Bah oui. C'est-à-dire que les aqualungs sont des cadavres de sirènes, les sirènes sont, au moins pour en grande partie, des enfants perdus à la bile noire. Et les enfants peuvent avoir une influence sur la bile noire, et surtout les enfants qui ne sont pas heureux. Donc, du coup, on a des bases militaires dont le but c'est de rendre des enfants malheureux, ou stressés, ou peu importe, hein, mais pour qu'ils soient capables d'avoir un impact sur la bile noire, pour monter dans des robots géants, qui sont en fait des cadavres de sirènes avec des plaques en métal par-dessus pour faire genre c'est un méca, pour aller taper d'autres sirènes. Parce que oui, du coup, pourquoi seuls les enfants peuvent, enfin les adolescents dans le cas des PJ, contrôler des aqualungs par rapport à leur rapport à la bile noire, justement. Et oui, donc bien pire de Billet d'acier que Libreté sur le traitement fait aux enfants. Vraiment pire. Mais excellent jeu, hein, néanmoins. Ah oui, tout à fait. Disons que
quand on est dans des jeux, on interprète des enfants ou des adolescents, les adultes sont rarement glorieux. Mais alors là, dans celui-ci spécifiquement, si vous avez des idées d'adultes qui sont des ordures, franchement, réservez-les pour de billes d'acier. Vous avez clairement de quoi faire. Ah, ça oui. Bon, est-ce qu'on a d'autres choses à dire pour cette zone spoiler? Non, c'était une petite zone spoiler en l'occurrence. Bien, on espère vous avoir donné envie de vous frotter au monde de l'averse. En tant qu'aversaire ou non, hein, ça c'est vous qui voyez. Bien sûr. Et puis, on vous fait des bisous de robots géants qui sont en fait des monstres géants morts sur lesquels on a mis des plaques en métal. Ouais. Ça me semble pas mal. Et surtout, une bonne nuit et un sommeil apaisé à ceux qui écoutent cet épisode avant d'aller dormir, bien sûr. En espérant qu'il ne pleuve pas dehors. Sur ce, bisous bisous. Bisous bisous.